On va parler aujourd'hui de Jean Lebas. Les deux intervenants seront Jacqueline Duhem, qui est agrégée d'histoire, qui est également membre du Cercle d'études de la déportation et de la Shoah. Et le discutant sera Robert Vannevermeer, qui est professeur d'histoire et qui est vice-président de la FMD. Voilà, je vous laisse la parole pour cette nouvelle biographie. Merci. Merci Daniel. Bonjour à tous. Bonjour Jacqueline. Bonjour Robert. Jacqueline, nous avons déjà eu l'occasion de travailler ensemble sur l'histoire du massacre d'Ascq lors d'un précédent colloque de déportation en héritage. Aujourd'hui, c'est plus un Roubaisien comme moi, parce que je suis aussi Roubaisien de naissance, qui va nous concerner, puisqu'il s'agit de Jean Lebas, qui fait un peu partie, c'est pour ça que ça me fait très plaisir d'en parler avec toi, puisque Jean Lebas fait un peu partie de mon histoire personnelle, à la fois militante et familiale, j'en dirai un mot tout à l'heure. La dernière fois, nous avions travaillé autour de la déportation d'une militante ouvrière. Aujourd'hui, on présente la déportation d'un notable, un élu, un maire, un député, un ancien ministre. On est donc dans une haute catégorie de personnages avec un point commun, c'est d'être victime de la déportation. Est-ce que tu peux commencer, Jacqueline, par nous dire en quelques mots le parcours de Jean Lebas avant cette période de la Seconde Guerre mondiale et donc avant les actions de résistance et de déportation? Oui, en effet, donc je vais vous présenter, parce que disons que cette intervention est surtout centrée sur les thèmes de la déportation, et ici déporté 2 fois. Mais donc, il faut quand même ici présenter son parcours, ses origines, en particulier d'abord présenter ses origines. Alors, il faut dire donc, nous avons, alors j'ai mis, voyez en titre, Jean Lebas. En réalité, donc, c'est Jean-Baptiste Lebas. Son vrai prénom, c'est Jean-Baptiste Lebas. Il est né donc en octobre 1878 à Roubaix. Et dans, on va dire ici, Roubaix, une grande capitale à l'époque, même une capitale mondiale de l'industrie textile, en particulier ici de l'industrie de la laine, et où le clivage, alors vous avez ici, vous voyez une citation, un puzzle géant et monstrueux, hérissé de centaines de cheminées qui crachent en noir, en deuil tout alentour. Et vous avez ici, donc, à partir, nous sommes ici déjà sur la Grand Place, avec ces cheminées ici qui crachent cette fumée. Et donc, cette capitale mondiale de l'industrie textile, il existe, lorsque naît donc ici Jean-Baptiste Lebas, en 1878, un véritable, on peut parler de clivage socio-économique assez abyssal. Pourquoi ? Je vous présente ici rapidement, vous voyez, quelques photos de 1910 d'usines de tissage à Roubaix qui ont été prises, toute une série de photos. Je vous présente donc ce clivage abyssal sous forme de 2 photos tout à fait symboliques, on va dire symptomatiques. Ici, une villa d'un grand patron de l'industrie textile, villa dans le boulevard de Paris. Actuellement, c'est le boulevard donc du Général de Gaulle qui mène donc au parc Barbieux. Donc de véritables châteaux ici, face à un prolétariat, on peut dire ici, ouvrier, qui habite pour une grande majorité d'entre eux dans des courées insalubres. Et où est né justement Jean-Baptiste Lebas, qui est lui-même fils d'un ouvrier tisserand. Quel va être son parcours ? Dès 14 ans, avec son père qui est membre du Parti ouvrier français, il va assister à un meeting du personnage que vous avez ici représenté, Jules Guesde, photographié ici par Nadar, Jules Guesde, qui va être élu député de Roubaix l'année suivante, ici en 1893. Et on peut dire que Jules Guesde va être toute sa vie, on peut dire, il va être un véritable modèle pour lui de socialisme, de ce qu'il entend par socialisme. Il va avoir un diplôme de ce qui est quand même relativement rare, en effet, parmi ses fils d'ouvriers, d'ouvriers du textile. Il va avoir un diplôme, le certificat d'études primaires
supérieur. Hein. Et il va, à partir de 16 ans, eh bien, travailler, occuper plusieurs emplois. Alors, je vous passe là-dessus parce que, bon, en gros, pourquoi plusieurs emplois? Parce qu'il va être licencié par ses patrons. On a des patrons ici au mieux paternalistes, hein, ici donc à Roubaix. Et donc, comme il est engagé, il s'est syndiqué à la CGT, hein, il s'est engagé aussi dans le Parti ouvrier français, donc il est plusieurs fois licencié. Et il va se marier, et donc il est, ici vous avez son portrait, donc vous voyez ici à 20 ans, hein, il va se marier à 24 ans et il va avoir 3 enfants, dont une fille qui va décéder prématurément en 1917. Et il faut dire que déjà avant la guerre de 14, je ne sais pas exactement quand, mais il va abandonner dans son prénom, donc il a un prénom composé, hein, Jean-Baptiste, comme certains s'appellent Jean-Marc, hein, ou Jean-Marie, il va abandonner donc eh bien, la partie donc de Baptiste de son prénom. Et ça sera toujours même, il va signer Jean Lebas. Et donc à Roubaix, tout le monde le connaît sous le nom de Jean Lebas et non de Jean-Baptiste Lebas. Son caractère, pour terminer, voyez très vite ses origines, cette petite présentation de son milieu, hein. Son caractère, eh bien, il est connu pour avoir un caractère peu démonstratif, intransigeant avec sa propre ligne de conduite, donc avec lui-même, mais aussi avec les autres. Il est toujours, dit-on, sous tension. Il est aussi connu pour son esprit méthodique, mais aussi son honnêteté intellectuelle et morale, même reconnue par la plupart de ses, je dirais, nombreux adversaires politiques. Oui, en effet, hein, il me semble que la présentation que tu fais de la première partie de son parcours montre que pour nous qui nous intéressons à la manière dont se forge ou pas la mémoire d'un personnage, d'un déporté en l'occurrence, pour Jean Lebas, d'évidence, les 2 piliers qui permettent de présenter le personnage, c'est d'une part sa ville de Roubaix, qu'il est profondément roubaisien, et on verra tout à l'heure qu'il a peut-être même eu du mal à s'éloigner de son rôle de roubaisien de maire de Roubaix, et c'est le personnage, le militant politique du Parti ouvrier puis de la SFIO, puisque c'est aussi quand même un homme de parti. Exactement, exactement. En effet, puisque il va commencer là, donc en effet, une longue carrière politique et qui va le mener au premier plan. Hein, au sein de l'ASFIO. Donc, je reprends donc ici assez rapidement hein, là-dessus. Hein. En 1906, donc après la création de l'ASFIO, hein, il devient donc secrétaire adjoint de la fédération SFIO du Nord. Et donc, il devient un permanent du parti. Donc, vous voyez, 1906. En 1908, donc 2 ans plus tard, il a 29 ans. Il va être élu comme conseiller municipal de Roubaix. Donc, vous voyez, donc j'ai mis ici un titre. Donc, une longue carrière donc, a commencé, vous voyez, 1906, de premier plan au sein de la SFIO. Et donc, il va être donc conseiller municipal à partir de 1908. Et donc, de 1908 à 1912, il va se trouver avec d'autres camarades socialistes dans l'opposition, puisque à cette époque, depuis, donc ici on va dire depuis 1902, eh bien le maire de Roubaix, vous l'avez devant vous, c'est un industriel justement du textile, bien sûr, l'industriel Eugène Motte, maire de Roubaix, vous voyez, de 1902 à 1912. Et là, vous avez son buste donc, qui est exposé à la piscine, l'ancienne piscine, hein, piscine de Roubaix. Et il va donc être dans l'opposition et il va subir avec ses camarades socialistes, donc dans l'opposition, les moqueries méprisantes et injurieuses du maire, ici Eugène Motte. Alors, ce n'est pas des inventions, vous voyez, en disant, bah oui, c'est des oui-dire, pas du tout, parce que ça se trouve dans les bulletins municipaux, ça s'appelait les bulletins communaux de la ville de Roubaix. Et on voit dedans, donc c'est, vous voyez, tout est reporté, hein, les débats au sein du conseil municipal, et voilà
comment sont traités par M. Eugène Motte ses opposants ici socialistes. Il les qualifie carrément de fainéants, d'eunuques, excusez-moi, hein, de bouchers à l'émery, et il leur dit en face, plus que les Prussiens, et ça c'est très important cette phrase, vous allez voir pour Jean Lebas, hein, plus que les Prussiens, les chefs collectivistes dirigent contre la patrie le poignard homicide. Et parce qu'ils sont socialistes, ils sont traîtres à la patrie. Et ça, pour Jean Lebas, ça va être quelque chose, on va dire que c'est l'injure suprême, et pour ses camarades, bien sûr, socialistes. Alors, donc, 1912, oui, en effet, il y a des élections municipales, hein, bien sûr, partout en France. Et donc, élection de 1912, eh bien, victoire des socialistes. Lebas va être donc élu maire et il va rester maire de Roubaix jusqu'en 1940. C'est-à-dire qu'il est réélu à plusieurs reprises. Et en effet, comme tu le disais, Robert, malgré tout ce qu'on va dire après, bien sûr, de son parcours au niveau national, ça reste son mandat de prédilection. Ça, c'est tout à fait évident. Et alors, vous l'avez ici, vous voyez, sur le parvis de la mairie, une nouvelle mairie, qui a été inaugurée en grande pompe en 1911, mais sous le mandat, bien sûr, d'Eugène Motte. Hein. Vous l'avez ici lors d'une fête scolaire laïque, vous voyez, les autorités écoutant la cantate des enfants. On est en mars 1913. Alors, il va mettre en place ce qu'on appelle un socialisme municipal. Et socialisme municipal avec des orientations très précises, hein, des fondamentaux, comme on peut dire, parce qu'à Roubaix, hein, en particulier ici, il y a une véritable urgence sociale, avant 14, très largement. Hein. En particulier, le taux de mortalité dû à la tuberculose dans le Nord est le plus élevé de France. Et à Roubaix, il culmine. Alors, on a un exemple, hein, j'ai tiré ça bien sûr des sources de Roubaix. À Roubaix, les signes précurseurs de la maladie, et on les voit chez plus de 80% des écoliers. Des écoliers roubaisiens. Et donc, son programme, il y aura 3 axes majeurs dans le programme municipal de Jean Lebas, que je ne vais pas pouvoir ici, bien sûr, vous développer, hein, ça paraît, hein, puisque ce n'est pas véritablement ici le thème, mais c'est très important à voir, les 3 axes majeurs, la lutte contre la maladie, donc ce qu'on va dans l'entre-deux-guerres, et avant déjà, vous voyez, dès 1912, hein, appeler l'hygiénisme, hein, la maladie, l'hygiène, mais la lutte aussi contre l'ignorance et bien sûr la lutte aussi contre la misère. Et donc, Robert, tu voulais justement aussi signaler, je pense, quelque chose concernant l'hygiénisme en particulier, quelque chose de remarquable. Hein. Tu n'as pas mis ton micro. Robert, tu n'as pas ton micro. Robert, tu n'as pas ton micro. Excusez-moi. Voilà. Oui, en effet, juste un mot sur la piscine qui a fait allusion, qui est aujourd'hui un musée. Et quand on visite ce musée aujourd'hui, on voit le luxe presque qui était celle de cette piscine et qui était avec cette idée très, très typique des socialistes de l'époque, rien de trop beau pour le peuple. Oui, puis c'est une magnifique piscine à visiter en tant que musée, dans un superbe style art déco. C'est quelque chose de magnifique. En effet, rien n'était trop beau pour le peuple, hein, où se côtoyaient dans cette piscine, d'ailleurs, aussi bien les enfants d'ouvriers que des patrons. C'était un lieu finalement de rencontre qui est tout à fait remarquable, hein, ici. Alors, voilà, donc maire de Roubaix, son mandat de prédilection, mais il va aussi acquérir un statut national, on va dire une stature aussi nationale. Bon, peut-être un peu en retrait, on en reparlera bien sûr hein, par rapport à d'autres, hein, mais quand même hein, à partir de 1919, puisque en 1919, il est élu député du Nord. Et à partir du congrès de Tours, puisqu'il participe en 1920 au congrès de Tours en décembre 1920, hein, il va donc
Ah oui, je voulais aussi vous montrer avant de passer à ça, c'est vrai. Et justement, je pensais le penser pour toi aussi, Robert, puisque vous le voyez ici avec son conseil municipal socialiste de Roubaix, élu donc ici en 1929 encore, hein, et on voit apparaître, hein, bien sûr, ton grand-père ici, Théodore Van Overmer, qui est un ami très proche, hein, donc un proche de Jean Lebas. Hein, je voulais quand même signaler, donc voilà, ici, Théodore Van Overmer. Donc, oui, je parlais donc stature plus nationale maintenant, un statut national. Donc, en effet, alors vous le voyez ici au congrès de Tours, et donc à côté, vous voyez en face ici une table de Léon Blum. Et donc, avec Léon Blum, eh bien, il va défendre, puisque vous savez que ça va être la séparation, la scission entre donc l'ASFIO et avec la naissance du Parti communiste français, hein, qui devient donc majoritaire là à ce congrès, hein, gardant l'Humanité ici, le journal L'Humanité, hein, eh bien, il va donc, eh bien, avec Léon Blum, il donc participer à ce que il est appelé le sauvetage de la vieille maison SFIO. Hein. Et il va donc maintenant, il avait beaucoup d'ennemis jusqu'à présent à droite, hein, comme vous le pensez, hein, mais maintenant il va aussi, vu aussi son caractère, on va dire très intransigeant, encore une fois, sans concession, eh bien se trouver aussi des ennemis à gauche, mais plus à gauche que la SFIO au Parti communiste. Et donc, hostilité que l'on trouve en particulier, alors vous voyez avec des caricatures ici, hein, vous avez caricatures ici du journal communiste L'Enchaîné, hein, du Nord, 8 août 1926, vous voyez quelqu'un qui fonce, tête en avant, là les yeux absolument terribles lorsqu'il foudroie du regard, vous voyez ici ses adversaires politiques, hein, et donc un tempérament intransigeant avec bien sûr on va dire quand même de profondes inimitiés, hein, puisque c'est pas quelqu'un qui admet trop de compromis ici. Hein. Alors stature nationale, je passe aussi très vite là-dessus, puisqu'il va être trésorier de la SFIO de 1930 à 1932 et administrateur du journal du parti, puisque la SFIO a perdu l'Humanité, qui est devenu le journal donc, du Parti communiste, le parti a un journal aussi qui s'appelle Le Populaire. Et donc, il sera administrateur du journal Le Populaire jusqu'en 1936. Alors, il faut savoir que donc député du Nord, d'accord, mais quand même, il va être battu aux élections législatives de 1928. Pourquoi ? Par un candidat de droite. Alors, pourquoi ? Parce qu'au deuxième tour, le candidat communiste s'est maintenu. Hein, je vous parlais de profondes inimitiés, eh bien ici, il n'y a pas été de question, et donc le fait que le candidat communiste se maintienne fait battre, donc ici, le député Lebas. Il perd son mandat. Mais il va être réélu en 1932, hein, où il défend des mesures de lutte contre la crise économique et sociale, hein, vous savez, la fameuse dite crise de 29, hein, et il est réélu ici en 1936. Et donc, avec la victoire du Front populaire, donc mai 36, deuxième tour, il est choisi, donc je vous passe ces photos, hein, il va être choisi par le nouveau président du Conseil, donc bien sûr Léon Blum. Les socialistes arrivent au pouvoir, hein, puisque jusqu'à présent, il n'y avait jamais eu de ministre socialiste entre deux guerres. Hein, et bien, il y avait donc un président du Conseil, donc ici, socialiste Léon Blum, qui va choisir, donc passation ici des pouvoirs, vous le voyez ici, en juin 1936, entre l'ancien président Albert Sarraut et donc Léon Blum, mais vous constatez qu'à côté, eh bien, vous avez donc ici Jean Lebas, et vous reconnaissez donc qu'il devient ministre du Travail, et à côté, Roger Salengro, qui lui devient donc ministre de l'Intérieur. Et vous retrouvez ici sur cette photo donc le premier donc gouvernement de Front populaire rassemblé, et vous retrouvez ici vous retrouvez Jean Lebas et vous retrouvez aussi Roger Salengro à côté ici de Léon Blum. Vous avez aussi 3 femmes sous-secrétaires d'État, mais enfin ici bon on passe là-dessus puisque c'est pas ici le sujet.
Et donc, il va déjà, d'ailleurs, quand il prend ses fonctions, je ne sais pas si vous voyez, il est déjà très amaigri. Parce que nous sommes le 5 juin, mais vous le savez, victoire, mai, je viens de vous dire. Donc, il a commencé déjà à travailler lourde tâche pour transcrire en acte législatif le programme social du Front populaire. Et il s'en acquitte. Donc, il y a donc les discussions, accords Matignon, etc. Je ne vous rappelle pas tout le programme, hein, bien sûr, vous le connaissez, hein, les congés payés, etc., les 40 heures. Et tout ça, ça entraîne aussi des débats à la Chambre des députés. Donc, il travaille sans relâche. Il doit passer une grande partie de ses nuits à travailler. Hein, et il s'en acquitte pour l'essentiel en quelques semaines, mais ça va provoquer chez lui une très, très grande fatigue. Il va maigrir énormément, d'autant plus qu'il attrape une phlébite. Qui le fait beaucoup, beaucoup souffrir. Et alors, avant de terminer sur sa vie ici, vous voyez, en tant que aussi, on va dire ici, ministre, je vous montre deux photos. Nous sommes le 28 juin 1936. C'est à Roubaix, ça se passe à Roubaix. C'est le défilé de la victoire à Roubaix, le 28 juin 1936. On est dans les rues de Roubaix, de 3 ministres SFIO élus du Nord. Alors, vous reconnaissez bien sûr ici Roger Salengro, vous l'avez ici le poing levé. Vous avez ici Jean Lebas, vous voyez, qui marche avec une canne, vous le retrouvez ici, dû à sa phlébite, dont il souffre toujours. Et alors, un autre personnage que vous reconnaissez peut-être ici, il s'agit ici donc vous avez ici présent, je recherche son nom. Léo Lagrange. Lagrange, voilà, c'est ça. Léo Lagrange, qui est donc député de l'Avesnois et qui sera, vous le savez, sous-secrétaire d'État au sport, aux loisirs et à l'éducation physique jusqu'à avril 1938. Et avant de terminer donc et de relaisser la parole bien sûr à Robert, je vous rappelle quand même ces 3 hommes que vous voyez ici, le destin tragique, puisque Roger Salengro va au mois ici novembre 1936 se suicider face aux calomnies contre lui, donc de la part de l'extrême droite, suicide. Vous avez ici donc Léo Lagrange qui, en juin 40, il était engagé dans l'armée française dans des combats. Il a été tué en juin 1940. Et nous avons bien sûr Jean Lebas, dont on va reparler avec ses déportations, un petit peu une transition si vous voulez ici, donc qui décède en 1944. Destin tragique de ces 3 hommes ici que vous avez rassemblés lors du défilé ici de la victoire. Oui, tout à fait. Hein. C'est assez remarquable pour les nordistes et les habitants de la métropole que nous sommes, un gouvernement où le maire de Roubaix et le maire de Lille sont ministres en même temps. Et je pense d'ailleurs que quelque part, la personnalité de Jean Lebas est un peu occultée par celle du ministre de l'Intérieur, Roger Salengro, encore plus après la tragédie de son suicide. Et ce qui est aussi remarquable dans ce que tu as dit et qu'on retrouve avec cette affaire de suicide de Salengro, c'est cette volonté des socialistes, comme il l'est et comme est Jean Lebas, d'être en même temps socialiste et patriote, et extrêmement patriote, ce qui peut étonner parfois, mais qui est très fort pour eux. Et visiblement, en effet, toute attaque sur leur patriotisme est pris comme quelque chose d'absolument insupportable. Et je pense que Jean Lebas est un peu l'exemple même de ces socialistes, membres de la section française de l'Internationale ouvrière et en même temps très patriotes. Exactement. Alors, en effet, pendant que tu parlais de cela, je vous passe des dernières photos, en particulier publiques. Alors, vous le voyez ici, début 37, Jean Lebas, dans son bureau du ministère du Travail. Il a repris, je dirais, il va mieux, on le voit, parce qu'il a toujours, et vous voyez, la caricature le montre, et le montre souriant. On commence à voir comme ça des caricatures, et lui-même, vous voyez, à son bureau, en début 37, toujours ministre du Travail, et plus souriant.
Et il a repris sur le plan physique. Ici, on voit, on le voit en meilleure santé. Et alors, je vous passe ici, parce qu'il va devenir aussi, pour finir très rapidement, il est en juin 37 ministre des PTT. Et vous avez ici une caricature de lui que j'aime beaucoup. Vous voyez, en tant que ministre des PTT, en tant que postier, en train de distribuer le courrier. Et vous voyez, une caricature d'un personnage beaucoup plus souriant. Voyez. Alors, je vous passe aussi, voilà, alors c'est, d'après ce que j'ai vu, j'en ai vu trouver, mais c'est vraiment la dernière que j'ai trouvée de la photo de Jean Lebas, voilà, officielle, mais je crois qu'il n'y a pas d'autres photos parce qu'on est le 4 juin 1939. Déclaration de guerre, vous le savez, septembre 39. Et donc ici, le maire Jean Lebas accueille le président Alpère Lebrun, donc le président ici de la République, ici, à l'exposition du progrès social. On n'a pas eu le temps d'en parler. Magnifique exposition au Parc Barbieux, qui était commune à Roubaix et à Lille. Et donc, c'est de ce que j'ai tout trouvé en archives, c'est sur le plan public, il y en a une série comme ça de cette exposition, vous voyez, le 4 juin 39, mais c'est vraiment les dernières photos de Jean Lebas. Voilà. Puisque, en effet, eh bien, je vais passer, bien sûr, tu as dit le patriote, un patriote, socialisme et patriote, et donc je vais enchaîner sur le thème ici, je dirais, principal de cette ici intervention, sur la déportation, et un personnage ici assez extraordinaire, parce que c'est un homme qui n'a pas subi qu'une déportation, mais 2 déportations. Et donc, je vais devoir revenir en arrière, mais sur la Première Guerre mondiale. Donc voilà, le résistant est déporté des Première et Seconde Guerre mondiale. Alors, en effet, moi, je pense que être résistant donc, et aller jusqu'au bout de ses convictions, c'est lié au fait, c'est un patriote intransigeant, sans doute, je dirais, exacerbé par toutes les accusations ignomineuses qu'il a subies. C'est pour ça que je voulais vous citer donc ces noms d'oiseaux et ces méchancetés de l'ancien maire, donc Motte ici, traître à la patrie. Je crois que ça l'a marqué toute sa vie d'élu. Et on ne peut comprendre qu'il va aller jusqu'au bout ici que parce que, eh bien, il veut montrer qu'en effet, il a beau être socialiste, il n'est pas traître à sa patrie. Alors, donc, retour en arrière, je vous l'ai dit. Je vous présente ici parce que je pense que pas mal peut-être de ceux qui nous suivent ne sont pas de la région Nord-Pas-de-Calais et n'ont peut-être pas l'idée justement de ce qu'a subi. Alors, une partie seulement du département du Nord, mais enfin une bonne partie, puisque vous avez la Belgique qui s'est occupée pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, mais aussi la ligne de front. Et alors, on vous a mis en rouge ici les départements concernés. Alors, le département du Nord, vous constatez que c'est quand même un bon 2/3 du département du Nord, et on va dire un quart, à peu près un petit quart du Pas-de-Calais, occupé ici. Et donc, l'agglomération lilloise est donc Roubaix. Et donc, il faut dire que dès le début de la Première Guerre mondiale, donc, comme Jules Guesde, eh bien, Jean Lebas se rallie à l'Union sacrée. L'agglomération lilloise est occupée en octobre 1914, en particulier donc Roubaix. Alors vous avez ici, vous voyez, ça c'est un petit carton, vous voyez, de quatre images rapides, apparition des premiers Uhlans en ville, évacuation précipitée du vendredi 9 octobre 1914 de la population roubaisienne et l'arrivée donc des Allemands et donc avec l'occupation de l'hôtel de ville. Et c'est dans cet hôtel de ville eh bien, que va s'installer eh bien, le major Hoffmann qui il installe donc une commandature donc dans cet hôtel de ville. Et le major Hoffmann, eh bien, tout de suite, c'est un personnage absolument intransigeant. Il exige aussitôt du maire, donc Jean Lebas, il exige une contribution financière exorbitante. Et tout de suite, il met en place une liste de 11 otages, donc octobre 1914,
bon, début octobre, hein, eh bien, de 11 otages pour garantir le versement de cette contribution financière. Et Jean Lebas, que fait-il immédiatement? Il se met en première position sur la liste d'otages. Et Lebas va être donc arrêté par Hoffmann pour haute trahison, donc très très rapidement, au mois de juin, hein, début juin, donc début juin très rapidement, enfin début juin 1915, oui, hein, puisque je vous parlais ici, il se met sur la liste le 7 mars 1915 et il est arrêté pour haute trahison début juin 1915. Alors pourquoi? Alors pas pour le fait que c'est pas encore versé cette contribution, c'est parce que il a refusé de livrer la liste des jeunes de 18-19 ans et des hommes mobilisables qui devaient être envoyés comme travailleurs de force en Allemagne. Et donc, arrêté, il est mis au secret, puis déporté. Il est déporté exactement le 7 juin, donc 1915, avec 9 autres otages, dont le préfet du Nord et d'autres maires ici du département du Nord occupé. Et il va être donc interné dans cette forteresse. C'est la forteresse de Reichstadt, dans le pays de Bade. Vous l'avez ici, hein, vous voyez, c'est une carte murale, un extrait d'une carte murale. Vous avez bien sûr l'Alsace et la Moselle qui faisaient partie bien sûr ici du Reich. Hein. Et Reichstadt se trouve donc ici, voyez, donc dans le pays de Bade. Et il est donc enfermé dans cette forteresse où il va être mêlé à des droits communs. Je vous signale aussi, je vous passe cette photo aussi que j'ai trouvée dans les archives de Roubaix, où vous allez avoir aussi 23 autres conseillers municipaux de Roubaix sur 36 qui sont arrêtés un peu plus tardivement et qui, eux, vont être déportés donc à on le voit ici, camp de Güstrow. Ça se trouve en Poméranie, donc près de Rostock. On est près de la mer Baltique, hein, ici. Et c'est très intéressant, cette photo, parce que vous les voyez. Donc, ils ont mis otage du conseil municipal de Roubaix, 20 juillet 1915. Et si vous les regardez bien, ils sont tous en costume. Ils ont mis des beaux habits. Ils avaient pu emmener leurs bagages. Et ils portent un crêpe noir. C'est-à-dire que ces conseillers municipaux socialistes portent le deuil de la patrie. Hein, c'est la volonté de mettre en évidence, sans doute socialistes, mais patriotes. Alors, si on en revient à Jean Lebas, donc, vous voyez, il est déporté depuis le mois de juin 1915 dans des conditions donc très difficiles, de mauvaise nourriture, mauvaise hygiène. Il tombe malade, hein, Et donc, en janvier 1916, vous voyez les conditions déplorables de détention dans cette forteresse, hein, et il va être déplacé avec d'autres otages dans une autre ville d'Allemagne pour, donc textuellement, j'ai trouvé le mot, pour les remplumer, hein, parce qu'ils vont être échangés contre des personnalités allemandes arrêtées au Maroc et en Tunisie. Ça, c'est une pratique qui se fait, hein, d'échange d'otages, tout simplement. Donc, Jean Lebas fait partie d'un échange d'otages et donc il va donc en janvier être libéré, mais il ne peut pas retourner dans le Nord, hein, c'est impossible. Hein. Il va passer, comme c'est le trajet, je dirais, habituel, il va passer par la Suisse pour arriver en France et il va arriver de la Suisse, il va arriver à Lyon où il va être accueilli par le maire radical Édouard Herriot et Jules Guesde, hein, Jules Guesde qui a quitté le Nord et qui se retrouve donc de l'autre côté du front. Hein. Lebas va être décoré de la Légion d'honneur en octobre pour son courage. Donc vous avez ici, voyez, des photos
ici Jean Lebas après sa libération, photographié, c'est lui-même qui l'écrit, par Jules Guesde, donc il est à Lyon, hein, puisque regardez, le dimanche 23 janvier 1916, hein, signé Jean Lebas, vous voyez sa signature, c'est pas Jean-Baptiste Lebas, hein, et photographié dans un studio parisien ici, avec à l'époque, puisque c'est encore l'AICFIO, d'avant, pendant la guerre, donc l'humanité, c'est toujours l'AICFIO, ici le journal de l'AICFIO, hein, donc courage, son courage, décoré de la Légion d'honneur, mais certains lui reprochent de ne pas avoir été rapatrié dans le Nord occupé. Qui est complètement absurde puisque c'était strictement impossible d'être rapatrié dans le Nord occupé. Toujours des attaques contre lui. Hein. Alors, il ne va pas rester comme ça, rien faire, en attendant la fin de la guerre, pas du tout. C'est pas le personnage. Hein. Il est très actif et il va faire des tournées en France, il va faire des conférences. Et alors, vous avez ici une photo, le représentant en Charente, à Rueil-sur-Touvre, en présence en particulier, donc il fait des tournées de conférences, et en présence ici de pères missionnaires du Nord, et en particulier du Nord occupé, parce qu'on imagine les pères missionnaires qui rentrent chez eux, d'accord, mais pour ceux du Nord et du Pas-de-Calais ou des Ardennes occupés, c'est malheureux, ils ne peuvent pas rentrer chez eux, ils ne peuvent pas retrouver leur famille. Et donc ici, ils sont en Charente. Et donc voilà, vous avez donc Jean Lebas ici, vous voyez, assis en train de, peut-être juste avant ou après sa conférence. Voilà. Et donc, il me semble, Jacqueline, si tu permets, oui. Je pense que vraiment cet épisode de la guerre de 14 dans le Nord-Pas-de-Calais occupé est vraiment fondamental. Et c'est un point quand même pour ceux de nos amis qui ne sont pas de la région qui est généralement très mal connu. Exactement. Moi, comme prof d'histoire, je n'ai jamais vu dans aucun manuel d'histoire de collège une seule ligne qui signale que pendant la guerre, il y a une partie de la France qui est, à la Première Guerre mondiale, qui est déjà occupée. Et d'une certaine manière, je pense que ça explique le fait que pour les gens du Nord, en particulier les gens de la métropole, les gens de la zone occupée, le patriotisme va de soi avec une véritable détestation de ce qu'ils appellent les Boches, détestation des Allemands, mais qui est aussi justifiée par des conditions de vie dont on a très très peu idée. Finalement, pendant la guerre 14, il y a les soldats qui souffrent beaucoup, mais à Paris, je dirais, la guerre, elle est loin. À Roubaix, la guerre, elle est là tous les jours. Les gens mangent ce qu'ils appellent le pain caca, qui est un pain immangeable. Les gens souffrent de la faim. Les enfants roubaisiens sont faméliques. Les Allemands occupent les maisons. Les officiers sont chez les patrons, mais les troupiers sont dans les maisons. Il y a un souvenir, ce souvenir s'estompe aujourd'hui, mais de la génération de mes grands-parents, il y avait vraiment le souvenir de l'occupation, le Boche qui était à la maison, le Boche qui nous proposait ses fonds de gamelle. Il y a une sorte de haine quasiment qui fait que je pense que d'une certaine manière, ça explique les entrées en résistance presque avant les autres. La résistance devient quasiment une évidence. On est résistant, bien sûr parce qu'anti-nazi sûrement, mais aussi d'abord parce qu'anti-Boche. Oui, mais pour la seconde, tout à fait évident. Oui, tu parlais de tes grands-parents, moi c'est mes grands-mères qui parlaient que l'occupation de 14-18 a été beaucoup plus terrible que celle de 39-45. C'est à ce niveau-là, de 39-44. Hein. C'est quelque chose d'absolument terrible. Hein. Ça, c'est évident. Hein. Alors oui, en effet, donc vous voyez, donc Jean Lebas, ensuite, libération du Nord-Pas-de-Calais, son retour, bien sûr, puis après on a vu son parcours. Hein. Mais pour vous dire, hein, pour terminer là-dessus et passer donc à la Seconde Guerre mondiale cette fois-ci, hein, eh bien, il a été donc un jusqu'au-boutiste aussi. Hein. Dit autrement, il va se fâcher aussi encore avec d'autres socialistes qui sont des socialistes pacifistes. Hein, parce que lui, il est un petit peu dans la ligne de Clémenceau. Hein. Là, on va jusqu'au bout. Hein. Il n'est pas question d'arrêter la guerre, paix blanche, etc. Hein. Donc, il y a cet élément-là aussi qui est totalement déterminant. Alors, en effet, hein, tu as dit, hein, dans le Nord et dans le Pas-de-Calais occupé, il y a de la résistance aussi pendant la Première Guerre mondiale. C'est avant tout une résistance, non pas armée, hein, mais de renseignement, etc. Donc, dès qu'arrive la Seconde Guerre mondiale, donc on reprend, hein, bien sûr. Donc, presque 26 ans plus tard, hein, à partir, pour la France, du 13 mai, à partir de Sedan, le 13 mai 40, c'est la nouvelle invasion. Hein. Et donc,
vous avez, alors je vous repasse, vous savez bien sûr cette carte, vous l'avez déjà vue, je vous l'ai déjà passée plusieurs fois, hein, mais en effet, vous avez donc une nouvelle invasion qui se fait par Sedan, donc on a tout expliqué déjà, et donc Roubaix est occupé le 28 mai, 28 mai 1940. Et alors, que se passe-t-il? Eh bien, pour le bas, il se passe que dès le 20 mai, donc 8 jours avant, eh bien, Jean Lebas, avec sa famille et de nombreux conseillers municipaux, ils partent et ils vont partir donc de Roubaix pour, comme c'est prévu, le repli pendant la drôle de guerre. Il y a eu pour les habitants aussi bien de l'Est, par exemple, l'Alsace, la Moselle, c'était plutôt dans le Massif central, voyez, le repli en particulier prévu de population en cas d'invasion. Ça, c'est quelque chose aussi qui est peu connu, et en particulier de services publics, de services de l'État, avec donc un repli, donc ici, pour ceux donc de la région du Nord, en particulier tout au moins de l'agglomération lilloise, je ne peux pas jurer pour le reste, c'est donc près de Rennes. Ils vont s'installer donc ici, ça s'appelle à la Guerche de Bretagne, près de Rennes. Et donc il y a 1000 Roubaisiens environ qui vont se retrouver là-bas. Et donc Jean Lebas avec d'autres conseillers municipaux. Alors, ça va être le début, c'est d'une polémique qui va, alors cette fois-ci, déchirer les socialistes roubaisiens entre eux. Enfin, une toute petite partie qui va donc s'attaquer, une petite, minoritaire, très minoritaire, mais enfin quand même, rester sur place, qui vont accuser Lebas de désertion. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lebas, il a bien sûr, on a des archives, les tiennes en particulier, qui montrent ses conversations avec le préfet, qui est le préfet Karl. Il se passe que, en réalité, Lebas s'en va déjà sur les conseils du préfet. Parce que le préfet lui dit, vous êtes peut-être maire, mais vous êtes aussi parlementaire. Il ne faut pas l'oublier, il est toujours député. Il n'y a plus de Front populaire depuis la fin 38, mais ça n'empêche que c'est toujours la même chambre qui a été élue en 36. Donc, il est toujours député. Et donc, Lebas lui dit, en tant que parlementaire, de partir. Mais lui-même, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il écrit, il dit, il refuse d'être pris de nouveau au piège, comme en 1914, et de servir d'otage à nouveau à l'occupant, devenu nazi maintenant. Bon, le problème, c'est que ce n'est plus le cas simplement d'une partie du Nord et cette fois-ci du Pas-de-Calais qui va être occupée. Voilà. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il va revenir. Il va revenir en juillet 40, mais il aura été destitué par le même préfet. Et va être mis en place, alors je vous montre ça, qui fait partie des archives de Roubaix, archives, c'est l'avis à la population roubaisienne du comité de guerre 13 juin 1940. Donc, je vous ai dit, Jean Lebas va revenir début juillet 1940. Et alors, si vous lisez le début, on ne va pas tout lire, bien sûr, mais donc c'est ce comité de guerre avec un nouveau maire qui s'appelle Charles Baudouin, nommé par le préfet, cette fois-ci. Dans la semaine qui précéda le dimanche 19 mai, beaucoup d'industriels roubaisiens quittèrent précipitamment notre ville en auto. Bon, ça, il s'attaque aux industriels. Certains sans même payer leurs ouvriers, jetant les premiers la panique qui devait s'en suivre. Bon, ça, c'est un fait. Malheureusement, ils furent suivis par des hommes qui avaient toute la confiance de la population et avaient occupé pendant de longues années des postes d'honneur. Le nom de Jean Lebas n'est pas cité, mais tout le monde comprend. Ceux-ci furent plus coupables que les premiers, car non seulement ils abandonnaient la ville, mais ils la désorganisaient complètement, la laissant sans argent dans les caisses, puisque sur leurs ordres, les chefs, les employés de tous les services publics s'en allaient. Mais c'est pas uniquement, on répète, c'est pas les ordres de Jean Lebas, ça faisait partie des consignes de repli. Voyez, bon. Donc voilà l'ambiance. Et donc Baudouin nommé maire, qui règle ses comptes avec Lebas ici, comme d'autres de ses camarades socialistes, et qui arrive à convaincre quelques habitants minoritaires de la lâcheté de Lebas. Donc, vous en doutez, Lebas, au lieu de rester
de l'autre côté, c'est-à-dire dans la zone occupée, mais pas ici dépendant du commandement militaire de Bruxelles, il décide de rentrer. Hein. Ça paraît bon. Et donc, vous allez avoir jusque décembre 1940, jusque décembre, donc de juillet à décembre 1940, 2 équipes municipales. Hein. Alors, une officielle, celle que vous avez ici, hein, le comité, donc ici le comité de guerre avec Baudouin, et un clandestin avec le bas. Hein. Donc, qui sont irréconciliables. Hein, et c'est seulement en décembre 40 que le comité de guerre est dissous par le préfet, hein, et que le préfet décide de nommer un nouveau maire, mais le bas, il reprend des conseillers municipaux des 2 bords, mais le bas n'est plus maire. C'est terminé. C'est la fin ici de son mandat, on peut dire, de façon tout à fait très particulière, si on peut dire. Et donc, voilà. Eh bien, en réalité, ça n'a pas empêché pendant toute cette période entre juillet et décembre, eh bien, Jean Lebas d'entrer en résistance. Hein. Entrer en résistance dès, on va dire début août, hein, vous voyez ici. Alors, il va commencer à rédiger des articles, des petites brochures clandestines, vous en doutez bien sûr. Alors, vous avez ici des brouillons. Hein. Ça s'intitule ici « Espérons quand même », 2 pages de brouillon du 10 août 1940. Voilà, on ne lit pas tout hein, ici, vous voyez de son écriture hein, ici. Et donc, avec la victoire de la Grande-Bretagne sera celle, or la victoire de la Grande-Bretagne sera celle de la France enfin libérée, où le peuple retrouvera avec la paix, la République, la liberté. Hein. Donc, une série comme ça d'articles, de brochures, et il organise des réunions clandestines dans des estaminets. Donc, beaucoup de réunions. Ça, les estaminets sont des lieux de résistance pendant toute la guerre, où vous avez bien sûr des groupes de résistants qui s'échangent des informations, qui s'organisent. Hein. Et il va aussi créer, on peut dire, j'ai déjà lu le premier journal clandestin du Nord, oui, peut-être un autre, mais dans les mêmes dates. Vous voyez, octobre 1940, premier numéro qui est paru en octobre 40. Ici, ce n'est pas le premier numéro, c'est le numéro 4. Hein. Ça va s'intituler « L'homme libre ». Hein, et l'homme libre s'adresse, vous voyez, à tous ceux qui gardent leur confiance à la République et au socialisme. Hein. Ici, donc, nous sommes les républicains et socialistes, comme le furent Jean Jaurès, Jules Guesde. Hein. Et donc, il fait allusion aux dictatures, à Vichy, à Rome, à Madrid, à Moscou. Hein. Une seule raison suffirait à dénommer une telle attitude. S'il n'y avait pas eu de dictature en Europe, la guerre n'eût pas éclaté sur le monde. Est-ce vrai? Enfin, vous voyez, bon. Voilà. Donc, différents numéros de l'homme libre. Et en janvier 1941, l'homme libre étend sa diffusion, donc c'est d'abord Roubaix, ici on a compris, mais sa diffusion à Lille et également à Douai. Et son réseau, le réseau qui lui appartient ici, regroupe des socialistes nordistes qui vont rejoindre en mars, donc ici 1941, le comité d'action socialiste clandestin. Voilà, donc, vous voyez, une entrée très, très rapide en résistance, comme d'autres d'ailleurs, hein, comme on a dit, des organisations qui existaient déjà, des hommes qui avaient déjà résisté, vous voyez, en 14-18 et qui se retrouvent déjà, vous voyez, dès juillet août 1940 ici. Jacqueline, si tu permets juste une remarque hein, qu'on oublie souvent aussi, Jean Lebas a été député, mais il ne participe pas à la réunion de l'Assemblée nationale qui donne les pleins pouvoirs à Pétain. Il ne fait en effet pas partie des fameux 80 qui ont refusé ces pleins pouvoirs, tout simplement parce qu'étant dans la zone occupée, il ne peut pas rejoindre l'Assemblée et donc il n'a pas voté les pleins pouvoirs à Pétain et il n'a pas non plus refusé ces pleins pouvoirs puisqu'il n'était pas là. Voilà, exactement, tu as raison. Je disais justement, il fait le choix en juillet, puisque les pleins pouvoirs à Pétain, c'est le 10 juillet. Hein, et on ne sait pas, mais est-ce qu'il y a eu un dilemme? Parce qu'il aurait pu très bien, de Bretagne, est-ce qu'à la limite, il aurait pu passer et arriver, ça on n'en sait rien, hein, jusqu'à Vichy. Mais là, il fait le choix de repartir dans le nord, dans la zone rattachée. Donc là, pour lui, c'est impossible. Est-ce qu'il a eu à un moment donné l'idée de rejoindre Vichy? Certainement pas. Hein, je ne pense pas. Mais ça, en tout cas, dès ce numéro que tu vois d'octobre 40,
dès ce moment-là, il condamne en même temps les Allemands et Vichy. Vichy. Donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Ah oui, exactement. La dictature, il parle de dictature et de Vichy. Hein. Berlin, Vichy, Rome. Et puis Madrid avec Franco et donc Moscou. On voit très bien ici. Hein. Voilà. Et on ne va pas remonter, si on part à l'envers, on va perdre nos auditeurs, mais déjà depuis Munich, Jean Lebas fait partie de ces socialistes fondamentalement opposés à toute conciliation. Je te laisse continuer. Bien sûr. Alors oui, donc voilà, alors engagé dans la résistance, mais problème, il va être arrêté très rapidement. Hein. Nous sommes donc ici, hein, nous sommes au mois de mai 1941, exactement le 21 mai 1941. Et alors, il va être arrêté par la Feld de gendarmerie. On rappelle que la Feld de gendarmerie, c'est la gendarmerie donc militaire. Et on va bien préciser que bon, il n'aura jamais affaire à la Gestapo. Hein, ça, c'est une caractéristique ici fondamentale. Les militaires avec Falkenhausen qui gardent ici la main hein, sur donc ici la politique de répression. Ce qui ne veut pas dire qu'il y en a qui ne seront pas arrêtés par la Gestapo, bien sûr dans le Nord hein, et le Pas-de-Calais. Mais là, lui, il n'aura affaire qu'aux militaires, jamais au SS et à la Gestapo. Alors, il est arrêté le 21 mai 1941. Alors, en même temps que alors voilà, je vous passe, en même temps que son fils Raymond, en même temps que sa nièce par alliance, donc c'est la nièce de sa femme en réalité, Laure Dubar-Aignon. Laure Dubar-Aignon, elle est mariée avec Joseph Dubar, hein, et en même temps que Yves Hainaut, 17 ans, lors de son arrestation. Donc, c'est tous ces réseaux ici de socialistes, on va dire ici. Donc, une femme, ici, on parlait d'une femme communiste, hein, ici, donc, une femme socialiste. Et son mari, Joseph Dubar, eh bien, dirige un réseau d'évasion. Hein, réseau d'évasion qui va s'appeler réseau d'abord Caviar et après qui va s'appeler Ali-France. C'est un réseau franco-belge. Ah oui, ça c'est aussi très intéressant, hein, faire passer de Belgique et aussi en France pour essayer de faire évader des prisonniers de guerre et puis après ça sera des aviateurs alliés, etc. ou des prisonniers de guerre britanniques ou des Anglais, des Britanniques qui se cachent, voyez. Et c'est une filière qui passe non pas par l'Espagne, mais à l'époque par Marseille, c'est-à-dire avant que la zone sud soit occupée, voyez. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé hein? Il s'est passé tout simplement que sa nièce a amené donc chez son oncle le 14 janvier donc 1941 un sergent britannique qui venait de Belgique, hein, il était caché, bon bah filière, vous voyez, et donc Roubaix, et donc elle amène pour le cacher, il a déjà été caché ailleurs, et donc il faut changer de planque, hein, tout simplement, et alors elle amène chez son oncle eh bien, un sergent britannique, le sergent Wright, hein, et il va rester caché chez Jean Lebas pendant 11 jours. Alors, il faut dire que c'est quand même d'une très, très grande imprudence de la part de Lebas, de la part de Laure Dubar de l'amener chez son oncle, parce que quand même, son oncle, hein, c'est l'ancien maire de Roubaix, mais c'est aussi un ancien ministre du Front populaire. Et donc, comme tel, les Allemands le savent, ils ne sont pas ignorants, hein, et ils le surveillent en permanence. Hein. Bon, donc déjà, il prend beaucoup de risques hein, dans son système, son réseau de résistance. Hein. Mais en plus d'aller accueillir chez lui un Britannique, là, vraiment, c'est une imprudence totale. Hein. Et donc, pendant 11 jours, il est caché. Et ensuite, ce sergent eh bien, va partir, donc, muni de faux papiers délivrés par lui, c'est-à-dire par le fils de Jean Lebas, Raymond. Hein, il va avoir des faux papiers. Ce sergent part avec ce jeune homme, donc de 17 ans. Hein, vous voyez que lors de son arrestation, il avait 17 ans, membre aussi de socialiste, hein, clandestin ici. Ils vont partir vers la première ligne de démarcation, bon, sur la Somme. Ils vont la passer sans encombre. Mais le problème, c'est qu'ils vont être arrêtés le 27 janvier sur la ligne de démarcation entre la zone nord, la zone sud, la zone dite libre ou non occupée. Ils sont arrêtés donc dans un café juste avant de passer, hein, et donc près de Bourges.
hein. Et le sergent Wright, il ne faut pas beaucoup le bousculer, il va donner tout le monde, hein. Il va donner les noms de tout le monde, les adresses, Jean, son fils, Laure, etc. Voilà, hein. Donc, ce qui est intéressant, me semble-t-il, de voilà. souligner, hein, c'est qu'il est bien arrêté comme résistant et pas comme socialiste, comme on le trouve encore dans un certain nombre de livres où on Exactement. dit il a été arrêté parce que responsable socialiste. Non, il est Non, pas arrêté du comme résistant, tout. mais aussi presque comme résistant de base. Il n'est pas du tout le patron du réseau, Oui, et ça montre quand même quelque chose en dehors de la personnalité de Jean Lebas. Ça montre une image de la résistance qu'on n'a pas toujours, quand même, de gens qui, qui sont encore des amateurs à l'époque, hein. Comme tu dis, c'est une imprudence, mais c'est très loin de l'image qu'on donne, une résistance avec des codes, des trucs, des machins, où tout le monde avait des pseudos et tout. C'est pas ça. Sa nièce, elle sait pas où le mettre, ben elle dit tu vas aller chez tonton, quoi. oui, Et c'est aussi bête que ça. oui, oui. Et le militaire anglais, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques aussi sur ce militaire, lui, il est arrêté par les Allemands, Convention de Genève, voilà, il dit ce qui s'est passé. Voilà, Et exactement. on en est là. Et on a donc un ancien ministre arrêté pour avoir accueilli un Voilà. officier anglais, ce Oui, qui oui, c'est me même paraît pas presque incroyable. c'est même pas la publication du journal, hein. Ça n'a rien à voir avec ses activités, on va dire, c'est ça. Il est en tant que résistant, mais pour avoir caché, bien sûr, un Britannique, hein, ici. C'est ça qui est extraordinaire, hein. Donc voilà, alors va commencer, hein. Alors va commencer pour Jean Lebas et ces trois-là, pas Joseph Dubar, parce que lui, il arrivera toujours à échapper, il ne sera jamais arrêté, hein. Bon, donc, eh bien, va commencer donc ici pour Jean Lebas, qui, je vous rappelle, est âgé de 62 ans quand même, hein. Bon, et c'est proche donc un long calvaire, hein. Un long calvaire entre les mains des militaires, et on répète bien sûr nom des SS et de la Gestapo, hein. Donc, voilà comment ça va se passer, hein. Il va d'abord être interné à la prison de Los, hein. En général, c'est là, donc, vous voyez, où donc il va avoir un droit de visite, il va recevoir des colis, hein. Donc, sa femme, ses proches vont pouvoir y aller, hein, dont ton grand-père d'ailleurs, hein, Robert, hein. Il va recevoir des colis, en particulier des médicaments, parce qu'il a toujours des séquelles de sa phlébite, et il va pouvoir écrire des lettres, hein, 4 lettres, dont ici la lettre à sa femme Angèle, vous voyez, le 24 juin 1941. Hein. Alors, c'est une lettre, elle est écrite au crayon de bois, vous voyez. Alors, c'est bon, il dit qu'il a bien reçu le colis, un colis, il y a peu de choses à dire. Il demande une paire de chaussettes, vous voyez, bon, et des nouvelles de sa famille, hein, voilà, c'est bon. Alors, c'est écrit, vous voyez, le 24 juin 1941, et c'est certainement la dernière, je pense, ou l'avant-dernière, parce que dès juillet 41, vous savez, vous vous souvenez de ce qu'on a dit des parcours, les parcours pour les déportations, ça passe par la Belgique. Et donc, comme c'est un résistant, il passe par Bruxelles, par la prison ici de Saint-Gilles, hein. Prison de Saint-Gilles que je vous avais montré lors de la première conférence, hein. Et donc, il va être à Saint-Gilles où il va recevoir eh bien, la visite de sa femme, de sa fille, de sa petite-fille et aussi de ton grand-père et de, je ne sais pas si ton père y a été, je pense que c'est simplement ton grand-père, Théodore, qu'on voit ici, hein, donc Théodore et son fils Roger, tous les deux résistants, hein. Et il écrit ici une lettre aussi, il peut continuer à envoyer des lettres. Première lettre envoyée à sa femme ici de Saint-Gilles le 14 août, hein. Qu'est-ce qu'il dit bon, le 14 août? Il parle surtout de la lettre reçue par sa fille Marcel, vous voyez Marcel ici, et il parle de comptes, donc à la Société Générale, vous voyez, enfin des choses tout à fait bon, anodines, on va dire ici, des nouvelles, etc. Voilà. Ce qui me semble intéressant, hein, au-delà des personnages, c'est aussi de voir comment s'écrit l'histoire, hein. Dans les livres, le peu de livres qui sont parus sur Jean Lebas, en fait, il n'y en a qu'un, celui de Jean Piat. Jean Piat, qui est historien, mais qui était aussi un très proche de Jean Lebas et de Théodore von Avermaet, dit que Jean Lebas donne la consigne aux socialistes roubaisiens, gardez la mairie, alors que le comité d'action socialiste de Lélien Meyer souhaitait que les socialistes refusent d'être nommés par Pétain. Ce qui est intéressant sur comment on écrit l'histoire,
c'est qu'à ma connaissance, il n'y a pas d'autre source de cette information que celle de Théodore Van Avermaet, que ce qu'il a raconté. Et donc voilà, je suppose que c'est vrai, mais il n'y a pas d'autre source et l'histoire est écrite comme ça. Ce qui est en tout cas intéressant, et ça rebondit sur ce qu'on a dit en début de notre dialogue, c'est que cette mairie, la mairie de Roubaix, dont on a vu une image tout à l'heure, qui accueille dans les mêmes locaux l'équipe municipale, sans Jean Lebas, mais l'équipe municipale quand même formée par des socialistes, et la commandantour, et cette mairie est aussi un centre de résistance, puisqu'on y fait des faux papiers, on y fait des fausses cartes d'alimentation, etc. Mais il y a quand même toujours une polémique sur fallait-il le faire, fallait-il pas le faire, et on ne va pas trop avancer dans l'histoire, mais cette polémique, on verra qu'elle rebondira après-guerre avec les polémiques entre le SFIO et le Parti communiste français, qui diront, à raison, le dernier maire, Victor Provost, qui restera maire après la guerre, a été nommé par Pétain, ce qui factuellement est juste. Par Pétain, bah oui, exactement. Et voilà. Exactement, exactement. Donc voilà, hein, vous voyez, donc, et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, pour, je sens bien sûr sur Jean Lebas ici, hein. Pour Jean Lebas, eh bien, écoutez, le 8 décembre 1941, hein, eh bien, il va être transféré sans jugement en Allemagne. Hein. Et alors, c'est assez extraordinaire parce que 8 décembre, c'est le lendemain du 7, vous allez me dire, oui, c'est une palissade, hein. Mais si vous vous souvenez, puisqu'on en a déjà parlé, hein, je pense avec Laurent Thierry, le 7 décembre 41, c'est le décret Nartun-Nebel, signé par le maréchal Kettel. Et donc, vous imaginez, c'est-à-dire c'est la déportation sans laisser de traces pour ne pas être jugés dans le Nord-Pas-de-Calais, on les déporte pour être jugés en Allemagne. C'est quand même assez extraordinaire. Jean Lebas est déporté le lendemain du décret, le 8. Hein. Donc ici, on peut dire c'est une application immédiate qui est faite par Falkenhausen, puisque c'est lui qui sait très bien qui est Jean Lebas. Il est à Bruxelles. Hein. Il sait très bien à qui il a affaire. Hein, que c'est l'ancien maire de Roubaix, mais c'est aussi un ancien ministre du Front populaire. Hein, et donc, immédiatement, un jour plus tard, il est transféré en Allemagne, hein, et transféré en Allemagne à Hambourg, en tant que Nartun-Nebel. Voilà. Et donc, vous avez extraordinaire aussi, je dirais ici, parce que théoriquement, dès qu'ils sont en Allemagne, ils disparaissent sans trace, sans laisser de traces. Eh bien, il va avoir le droit encore d'écrire quelques lettres, et en particulier cette dernière lettre. Alors, il dit qu'il a déjà écrit des lettres, il ne sait pas si elle a été reçue, et en plus, non pas en allemand, en français. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la traduction, elle est écrite à sa femme, ici, d'une prison de Hambourg, le 25 janvier 42. Donc, 25 janvier 42, c'est la dernière lettre et dernière nouvelle donnée ici par Jean Lebas à sa femme. Et donc, voilà. Hein. Alors, que dit-il? Il annonce qu'il ne pourra plus écrire. Il dit qu'il est en compagnie, voyez, donc, de Norvégiens, de Belges et de Français. Ce qui n'est pas norvégien paraît logique. On est ici près de la mer, on est sur la mer Baltique, vous voyez ici, des Belges et des Français qui se côtoient toujours forcément, puisque par la Belgique, vous en doutez. Hein, voilà. Alors, il dit simplement qu'il annonce qu'il ne pourra plus écrire, qu'il va bien, dit-il, hein, qu'il va bien. Jamais donc donner de l'inquiétude à ses proches, hein, et il attend la décision prochaine du tribunal de Berlin. Alors oui, en effet, eh bien, cette décision, puisque nous sommes le 21 janvier, il va encore devoir l'attendre jusqu'au 21 avril 1942. 21 avril 1942, Jean et Raymond Lebas, Laure Dubar et Yves Hainaut vont être traduits devant la cour martiale du Reich et le sergent Wright est témoin à charge. Et alors, vous allez dire comment on sait qu'il est là, parce qu'il y a les procès-verbaux, bien sûr, mais aussi parce que, aussi assez extraordinaire, son fils Raymond a pu encore écrire une lettre à sa femme après donc ce procès, donc du 21 avril 42. Et il met, c'est quand même extraordinaire que ça ne sera pas censuré, là c'est fabuleux, hein. Il dit
il écrit quelques mots qu'a prononcé son père devant cette cour martiale. Il a dit « Mon devoir de Français est de travailler à la réalisation de cette victoire ». Et il parlait en particulier de la victoire de la Grande-Bretagne. Hein. Et donc, au lieu, voilà, il enfonce en disant « Moi, je suis un patriote jusqu'au bout, je ne regrette rien de ce que j'ai fait ». Hein. Le procureur demandait la mort, la peine de mort, mais Jean Lebas est condamné à 3 ans et demi de travaux forcés, Yves Hainaut à 3 ans, Raymond, son fils, à 2 ans, et Laure, donc ici la femme, comme nous disait donc Madame Lacourastol, moins de condamnation, elle est à 1 an et 3 mois. Et Lebas va être transféré à la prison berlinoise de la Wehrmacht, située dans la Lehrterstrasse. Et là, alors ça aussi c'est assez, je dirais, remarquable, c'est qu'on va avoir ici un témoin de cette prison, de son enfermement en prison. On va pouvoir savoir ce qu'il devient jusqu'à la fin. C'est ça qui est assez extraordinaire. Hein. Et donc, vous voyez, donc, correspondance ici, hein, donc d'un résistant belge, ici, Joseph Domery, avec son voisin de cellule, et c'est le voisin de cellule qui, lui, est revenu de déportation, parce que lui, vous voyez, ce Domery est fusillé le 25 août 1942. Hein. Et voilà. Et il disait, donc vous pouvez lire rapidement, je ne vais pas tout lire peut-être, mais imaginez-vous qu'on me fait changer de cellule, on m'adjoint un compagnon d'infortune, c'était rédigé après par ce co-détenu qui est rentré, hein, certainement, ou plutôt l'ancien ministre maire de Roubaix, dont j'ai déjà pu apprécier l'énergie et le patriotisme. Il est très aimable, pas du tout bavard, il lit presque toute la journée. Je vous assure combien est vivace la combativité de ce vieux monsieur, dont la santé est cependant bien affaiblie après ses 13 mois de captivité. Contrairement à moi-même, les mauvaises nouvelles du journal ne l'émeuvent pas, car il est persuadé qu'il nous cache celles qui sont bonnes et restent, en dépit de tout, très optimiste sur la longueur de la guerre. Voilà. Donc, témoignage ici remarquable, hein, et donc de la part de ce résistant ici belge, qui n'était pas du tout de son bord politique, il faut le dire. Hein. C'est un homme, on va dire, sur l'échiquier politique à droite. Donc, on peut dire qu'il y a de la complaisance. Hein, vous voyez, ce n'est pas un camarade socialiste qui en ferait, disons ici, l'apologie. Hein. Mais voilà, on va dire, bon, des peines, bon, de prison. Mais voilà, il va se passer une chose aussi assez remarquable encore. Je ne prends pas souvent le mot, mais je crois qu'ici, c'est quand même assez extraordinaire. C'est que nos 4 condamnés vont être rejugés à nouveau. Ils vont être rejugés. Les peines ont dû paraître indulgentes, puisque nouveau procès le 15 septembre 1942, à nouveau devant la cour martiale. Donc, vous avez ici, on a le compte-rendu du procès en allemand, hein, mais traduit heureusement pour moi aussi en français. Donc, au nom du peuple allemand, hein, ils vont être rejugés. Et dans le PV, on parle, bien sûr, le procureur dénonce l'action de Lebas, qui doit être tenue pour particulièrement dangereuse, eu égard à sa personnalité, à son rang, à ses places antérieures comme maire et ministre, et à son influence due de ce fait à la qualité de sa personne. Donc, c'est en tant que maire, donc homme public, homme politique français, maire et ministre, que les circonstances sont aggravantes. Alors, comme vous le voyez, il est condamné à mort. Mais alors, ce qui est très surprenant, c'est que Laure Dubar, vous vous souvenez, qui avait été condamnée à une peine minimale, est elle-même aussi condamnée à mort. Donc, une femme ici condamnée à mort. Voyez. Et donc, Yves Hainaut, 8 ans de prison, Raymond, 6 ans de prison. Voilà. Donc, à partir de là, donc il va y avoir un recours en grâce déposé, et donc ils ne vont pas être exécutés, ils vont attendre le recours en grâce, et vous allez les retrouver. Alors, en particulier, on perd la trace de Hainaut et de Laure Dubar, mais Jean Lebas et Raymond Lebas vont être transférés dans un centre de détention qui est ici à je prononce mal l'allemand, Haus, centre de détention de Sonnenburg, qui se trouve ici en Prusse occidentale, pas loin de Rostock, donc on n'est pas loin aussi de la mer Baltique.
vous avez une plaque ici de commémoration de ce qui s'est passé ici dans ce centre de détention extrêmement dur de Sonnenburg, et donc qui se trouve à 15 km à l'est de l'Oder, qui se trouve actuellement en Pologne, puisque c'est à l'est de l'Oder, donc après 1945. On a 7 témoignages de co-détenus revenus des déportations sur le comportement de Jean Lebas, qui a 64 ans en octobre 1942. Alors, ces co-détenus témoignent, et c'est ça aussi qui est donc absolument aussi remarquable, puisque d'avoir savoir jusqu'à la fin ce que fait Jean Lebas, comment il se comporte. Et donc, il va travailler de 6h30 à 18h, avec une seule interruption d'une demi-heure, dans un atelier de ficellerie situé ici dans les greniers, où il fait, d'après donc ses témoignages, des petites conférences en même temps qu'ils font de la ficelle, vous voyez, voilà, des causeries aux co-détenus, quand ils ne sont pas trop surveillés. Il tient des petits carnets secrets décrivant l'enfer allemand et développe un plan d'une association pour aider après-guerre les veuves et orphelins des fusillés et des morts en captivité. Pendant l'hiver 43-44, donc il est de plus en plus affaibli. Alors, voilà un témoignage que je vous mets, ça va faire partie des derniers, voilà. Témoignage d'un résistant aussi belge, encore une fois, Jean-Marie de Radigues de Chenevière, vous avez qui a écrit un livre où on parle justement de Jean Lebas, Mes prisons et mes bagnes, NN, Nacht und Nebel. Et donc, vous voyez, M. Lebas exerçait un ministère de charité et de bonté courageuse. Il assistait, il soutenait tous ceux qui l'approchaient. Avec une sévérité inflexible, les Allemands l'avaient séparé de son fils, ne s'attardant pas sur les avenirs que lui infligeaient les Allemands. Il restait stoïque, d'humeur égale. Avec l'autorité de sa situation, et d'autres fois, il pourchassait les pessimistes. Vous voyez, toujours ce côté optimiste, voulant soutenir, prédisait la fin des maux. Et la fin, c'est Lebas, NN comme nous, restait bien sûr pour tous, Monsieur le ministre. Et lorsqu'un gardien surprenait l'un de nous s'effaçant et disant « Passez, je vous prie, Monsieur le ministre », une volée de coups ne manquait pas de suivre. Donc, je vous disais, bon, sans doute courageux. Bon, en même temps, vous voyez, Radigues de Chenevière n'est pas du tout un socialiste. Ici aussi, il appartient à l'aristocratie belge et donc plutôt ici, en effet, à droite de l'échiquier politique. Donc, il n'y a pas de complaisance, vous voyez. Puis les autres sont tout à fait concordants, les témoignages concordants là-dessus. Donc, il est atteint de bronchite, l'hiver 43-44, extrêmement froid. Il doit sortir malgré, pour la promenade, dans la cour, promenade quotidienne. Lors d'un retour en cellule, il trébuche et il sort des rangs et l'un des geôliers le frappe alors violemment au visage et donc le bas tombe tout en se heurtant à un escalier. Et donc voilà les derniers moments, on a les derniers moments. Donc par en particulier monsieur de Radigues de Chenevière, voilà ce qu'il dit. Alors, il parle de février 1944, donc il a 65 ans. Il dut s'avouer exténué et demanda la visite d'un médecin. Il en revint avec l'autorisation de quelques jours de repos. Un gardien le ramena en chambrée, enfin c'est une immense chambrée. Là, M. Lebas s'assit à la table et s'endormit. Il ne se réveilla plus. Il ne se réveilla plus. Ses camarades revenant des ateliers le trouvèrent mort. Ils coururent dans la chambrée voisine avertir son fils qui ne put revoir son père. Les Allemands impitoyables lui barrèrent le passage. Mais le lendemain, au préau, le malheureux fils, en suivant le cercle de la promenade, côtoyait à chaque tour 4 caisses noires au plancher mal cloué. 4 NN y gisaient. L'un était probablement son père. Alors, il parle, vous voyez, de février, qui serait mort, lui, en février. Alors, officiellement, il est considéré comme décédé le 10 mars 1944. Donc, on va terminer avec Robert sur le thème de la mémoire. Si je comprends bien, Jacqueline, si je comprends bien, il est décédé donc soit en février, soit en mars 1944. Officiellement. Roubaix sera libéré en septembre 1944. Ce qui veut dire que quand Roubaix est libéré, Jean Lebas est déjà mort, mais les Roubaisiens ne le savent pas. Exactement.
Exactement. Alors, bon, on termine, vous voyez, juste là-dessus, hein, rapidement, mais c'est important à savoir, hein, c'est que vous avez, vous voyez, la Libération, c'est le journal ici, c'est Nord Matin, hein, donc journal à la Libération, qui dit, vous voyez, donc nous sommes le 6 septembre, voilà, nous l'attendons, hein, 6 septembre, nous l'attendons. Et puis, bon, en réalité, ils ne vont savoir seulement que le 5 juin 1945, 5 juin 45, voyez, que Lebas est mort. Hein. Et vous avez ici l'Avenir, qui est l'hebdomadaire, vous voyez, de organe officiel de la Fédération socialiste du Nord, alors qui fait paraître, voyez, donc Jean Lebas a succombé dans l'enfer nazi, donc avec tout, donc vous voyez ici un hommage vibrant rendu. Hein. Alors, il faut savoir, donc la mort n'est su que le 5 juin 45. Entre-temps, en octobre 44, le nouveau préfet du Nord a réintégré Lebas dans ses fonctions de maire. Et aux élections municipales, donc du mois d'avril, il a été réélu conseiller municipal, alors qu'il est mort depuis mars 44. Hein. Il va y avoir, donc oui, je passe assez rapidement, mais c'est le thème quand même de la mémoire. Ah oui, je vous passe très vite les réactions de Léon Blum lorsqu'il apprend la mort, hein, vous voyez, donc de Lebas. Donc voilà l'écriture de Lebas, très raturée parce qu'il y a de l'émotion. Hein, donc notre peine nous inonde comme un flot amer. Hein, donc il parle de la détresse des socialistes naturellement. Hein, et donc va être organisé le 14 octobre 1945 une grande cérémonie de commémoration en présence de Léon Blum, de Victor Prévost, le maire, hein, comme tu disais, hein, donc, vous voyez, d'Augustin Laurent, un responsable ici de la Fédération socialiste du Nord. Et cette cérémonie, la voilà, hein, un monde fou. Nous sommes devant, vous voyez, l'hôtel de ville, les portraits, les chars, les hommages. Et vous avez ici, 14 octobre, le discours d'Augustin Laurent, en hommage à Lebas, le discours de Léon Blum. Là, vous avez la fille de Jean Lebas, Marcel. Là, on a aussi ton grand-père, hein, Théodore. Et donc, grande cérémonie. Hein, mais autre cérémonie fondamentale, c'est le 2 septembre 1951, c'est-à-dire qu'il va falloir attendre, eh bien, en 51, puisque dorénavant Sonnenbourg fait partie de la Pologne, il va y avoir des négociations avec la Pologne devenue démocratie populaire pour que le corps de Jean Lebas soit rapatrié. Et vous avez ici, donc en 1951, les corps de Jean Lebas et d'autres résistants de son fils, hein, et d'autres résistants roubaisiens sont rapatriés de Pologne. Hein, et vous aurez la grande cérémonie ici, un monde immense ici, dans tout Roubaix, pour les funérailles de Jean Lebas ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour finir? La mémoire, eh bien, de cet homme, bon, un homme d'origine très modeste, au parcours quand même hors du commun, un homme de conviction, hein, mais dont le souvenir, la mémoire est peu présente en France. Hein. Et on peut dire qu'en 1949, ah oui, il y a quand même à Roubaix, bien sûr, quand même, on s'en doute, un monument qui est élevé, hein, un monument place de la Liberté. Il va être déplacé parce qu'on construit le métro après, vous voyez, dans les années 80, donc il va se retrouver ici, à un endroit où on le voit très, très mal, ce monument. Vous allez avoir aussi des timbres. Ah oui, parce qu'il va figurer en 1957 sur un timbre de la première série des héros de la Résistance avec Jean Moulin et Pierre Brossolette. On a des rues, des boulevards et des places, mais quasiment uniquement dans le Nord-Pas-de-Calais. Et comme tu le disais, on a une seule biographie de Jean Piat, qui est socialiste roubaisien, journaliste, mais qui est très peu connu. Et je vous montre ici, lorsqu'il y a eu, à l'époque ici, du ministère avec donc ici comme ministre du Travail Myriam El Khomri en 2016, avec donc le président en exercice, l'inauguration ici du salon de Jean-Baptiste Lebas avec une petite exposition. Et donc vous avez finalement une mémoire. Alors
je ne sais pas si on a encore juste le temps de te laisser la parole, Robert, ou laisser la parole Il aux reste autres. vraiment 5 minutes pour Voilà. les questions. Hein. Même pas 5 minutes. Hein. Je pense en effet que cette mémoire est largement atténuée, largement oubliée. Peut-être ça s'explique par, je dirais, l'effet de l'autre mémoire, celle du maire de Lille, de Roger Salingro. Aussi peut-être que pour une partie des historiens ou des militants, Jean Lebas est trop socialiste pour être patriote, et pour d'autres, il est trop patriote pour être un bon socialiste. Je citerai seulement une anecdote pour illustrer cette mémoire un peu oubliée. Il y a quelques années, il y a 3-4 ans, si je me souviens bien, la métropole européenne de Lille avait décidé de changer un certain nombre de noms de stations de métro. Et la station Jean Lebas, devant la gare de Roubaix, était parue, elle va s'appeler gare de Roubaix. On effaçait Jean Lebas. Il y a quelques associations d'anciens déportés qui ont protesté, donc la MEL est revenue en arrière, mais je dois dire que les élus socialistes à la MEL ne semblent pas avoir été très, très traumatisés par le fait qu'on oublie Jean Lebas. Je ne sais pas si tous savaient vraiment qui il était. Merci beaucoup à tous les deux pour cette très, très, très belle exposé. On peut prendre juste une ou deux questions rapides. Ce serait dommage de ne pas prendre une ou deux questions. Vous levez la main, la petite main jaune à droite, ou vous prenez directement la parole en pensant à ouvrir votre micro. Bonjour à tous. Je voulais savoir, on dit Jean Lebas ou Jean-Baptiste Lebas? Alors, si vous voulez, l'explication, c'est que officiellement, il s'appelle bien sûr Jean-Baptiste Lebas. D'ailleurs, vous le voyez sur le salon que je présentais là en 2016 au ministère du Travail, il est bien mis Jean-Baptiste Lebas. Mais à Roubaix, et puis lui-même avait retiré depuis, même avant 14, Baptiste de son prénom. Pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que, je ne sais pas, on ne sait pas exactement pourquoi. Est-ce que ça faisait trop, entre guillemets, trop chrétien? Je n'en sais rien. Hein. Bon. Mais à Roubaix, si vous voyez, sur le monument que je vous ai présenté en son honneur, il n'est pas mis Jean-Baptiste Lebas, il est bien mis Jean Lebas. Hein. Donc voilà, si vous voulez, par exemple à Lille, il y a un boulevard, mais qui s'appelle bien boulevard Jean-Baptiste Lebas. Hein, parce que c'est en effet son prénom officiel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Très belle conférence, Jacqueline. Je vous félicite et je crois que ça mérite un livre. Merci, Dominique. En effet, hein, Jacqueline l'a dit, il y a, à ma connaissance, il y a un seul auteur qui a écrit sur Jean Lebas, c'est Jean Piat. Et d'ailleurs, si vous regardez sur Internet Jean Piat, vous tombez sur l'acteur de théâtre qui n'a aucun rapport avec lui. Et Jean Piat, avec tout le respect que j'ai pour lui, puisque c'était un homme très attachant, mais ce n'est pas un historien, c'est un militant, un journaliste, un fonctionnaire de mairie. Ce qui est quand même, moi, ce qui m'a toujours beaucoup étonné, mais il est trop tard pour que je répare ce manque, mais il n'y a, à ma connaissance, aucun travail universitaire sur Jean Lebas. Aucun. Il y a bien des livres sur les résistants socialistes, mais aucun travail spécifique sur Jean Lebas. Aucun. S'il y a des jeunes historiens qui veulent trouver un sujet de thèse, il y a de quoi faire. Voilà, un appel est fait aux étudiants. Encore merci Robert et merci Jacqueline pour cette très, très belle intervention. Merci aussi à Chantal Pétillon qui a affiché le drapeau de l'Ukraine et qui nous montre par là que la mémoire, c'est quelque chose de très important. Merci encore à tous et puis dans 15 jours maintenant. Merci à vous. Merci beaucoup à vous tous. À bientôt. Merci de votre attention. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bonne journée à tous.